Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Et je ne vois pas où Dieu s'intéresserait à un chiffon sur la tête. Je sens vraiment le vent de l'audace, du renouveau, de la fraîcheur. Vous approuvez Marine Le Pen qui à Beyrouth a refusé de mettre un voile pour rencontrer le moufti de... Absolument, madame. Non mais vous voyez où en est le niveau. Le seul couillon de l'histoire, c'est l'agriculteur. Je les invite à s'inspirer de l'exemple de mon existence pour être un peu moins con. Les agriculteurs aujourd'hui, et ils ont même plus envie de manifester. Ils sont dégoûtés. Quand on évoque les armes à feu dans le monde, souvent on pense à ça. Passez-moi mon revolver, vous. Dans mon portefeuille, dans ma poche revolver. Nous sommes en guerre. Eh oui, on se le rappelle tous les jours, mais qu'est-ce que vous voulez, hein? La paix, elle n'est pas pour demain. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments, heureusement, de bonheur, et nous devons les cultiver aussi. Les good news, c'est une bonne chose, les bonnes nouvelles. Mais auparavant, quand même, on les entendait plus beaucoup, les agriculteurs. On l'entendait plus parce que, évidemment, comme on est loin, on se dit, ah oui, on ne sait pas ce qui se passe et tout ça, et puis, voilà. C'est en train de se découvrir, c'est en train de remuer la marmite bout de plus en plus. On va en parler avec Véronique Le Floch, qui est présidente de la coordination rurale et qu'on a toujours reçu avec plaisir. Nous allons aussi écouter un sénateur hier du groupe indépendant, Vincent Louot. Il a dit des choses, vous allez voir, c'est très intéressant et on va faire réagir Véronique Le Floch et faire l'état des lieux. Qu'est-ce qui risque de se passer? Et puis, on en avait parlé hier avec Pierre Gentillet sur l'ensauvagement de la France, sur la violence qui devient de plus en plus, c'est même pas un fait de société, on ne sait plus ce que c'est. C'est une mauvaise, c'est une sale habitude, presque, ça devient ça. Eh bien, faut-il autoriser l'autodéfense? Faut-il autoriser le port d'armes? On en parle avec une enseignante et essayiste franco-suisse, Lisa Kamen-Hirsig. Elle a un témoignage très intéressant à donner sur ce qui se passe en Suisse par rapport à la France. Et puis les perles de Marion Maréchal, les perles de Jean-Luc Mélenchon, bien sûr. Et puis, vous savez, alors c'est plus la région parisienne, mais quand même, aux joies, peur de joie, le périphérique passerait à 50 km/h. Voilà comment on veut sauver la planète. Voilà, en faisant le périphérique à 50 km/h. On va en parler évidemment aussi. Et en seconde partie, à la culture dans tous ses états, un témoignage passionnant, bouleversant. Une grande reporter française a passé 15 jours en Iran avec un visa touristique et elle revient de la République des Mollahs et c'est absolument passionnant et en même temps tragique. À tout de suite, attachez vos ceintures, on est parti. Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. On les avait invisibilisés. On n'en parlait plus. Il y avait d'autres problèmes, effectivement. Vous savez, c'est comme ça, la vie des médias, très souvent. Aussi la vie des politiques. On en parle quand ils descendent dans la rue. On en parle quand ils amènent leur tracteur. On en parle à ce moment-là quand ça bouge. Ah oui, c'est vrai, ils existent. Et là, on fait des merveilleuses déclarations sur le patrimoine français, sur l'agriculture, etc., etc. Et puis, jusqu'à la prochaine fois. Je ne sais pas si ça va continuer comme ça. On en parle tout de suite avec Véronique Le Floch. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Paysan, tu es, paysan, tu seras, la chaleur, l'été, et l'hiver, le froid. Très très belle chanson de Pierre Bachelet, Les Paysans, bien sûr. Et voilà, et là, depuis quelques jours, ça y est, le mot d'ordre est donné depuis la rentrée scolaire. Les différents syndicats agricoles ont mené chacun des actions dans les départements. J'en cite quelques-unes. Mercredi, hier, le sujet de la directive nitrate a poussé une centaine d'agriculteurs de la FDSEA et des jeunes agriculteurs de la Meurthe-et-Moselle de se réunir à Nancy. 9 octobre 2024, toujours, fièvre catarrhale ovine. Les confédérations paysannes de la Loire et de l'Indre ont tenu chacune une conférence de presse dans un territoire. Et puis, il y a la présentation du budget, justement. Là aussi, les agriculteurs se mobilisent. Là, on sent que quelque chose est en train de se passer. À nouveau, alors que ce sera
comme toujours ou pas, et on peut se poser la question. Véronique Le Floch, je voudrais vous faire écouter hier ce qu'a dit Vincent Louault dans un Sénat quasi vide. Il faut rappeler le Sénat, le Sénat qui le représente, c'est le législatif comme l'Assemblée nationale. Eh bien, Vincent Louault, sénateur d'Indre-et-Loire, du groupe indépendant, il disait ceci hier. Écoutez. On en parlera à la LOA, mais qui a été configuré pas forcément par le ministre Fesneau, mais plus par les conseillers du ministre de l'Élysée. Et justement, c'était toute la subtilité. La production n'était pas mise en avant. C'était bien une autre vision de l'agriculture. Donc là-dessus, je pense qu'on sera nombreux à pas lâcher. Vous dire que les agriculteurs aujourd'hui, et ils ont même plus envie de manifester. Ils sont dégoûtés en fait de voir que toutes les filières s'enrichissent. Que ça soit les vendeurs de tracteurs, que ça soit les vendeurs de phytosanitaires, que ça soit les groupes coopératifs, tout ça dans un monde de bisounours où le seul couillon de l'histoire, c'est l'agriculteur. Et je peux vous dire que moi-même, en étant agriculteur, je comprends leur agacement et leur résiliation, et aujourd'hui, ils n'ont même plus envie de défiler tellement ils sont dégoûtés. Alors, Véronique Le Floch, c'est le cas, les agriculteurs n'ont plus envie de manifester tellement ils sont dégoûtés, ou pas? Bonjour. Alors, bonjour André Berkoff. Déjà, je partage à 100% ce qu'a dit Vincent Louault. Oui, les agriculteurs sont les seuls couillons de l'affaire. Tout le monde s'enrichit sur notre dos, y compris les coopératives. Et non pas qu'on n'ait plus envie de manifester, mais cette fois-ci, ça sera la dernière fois. Ça sera la dernière fois parce qu'il a parlé de la LOA. Là encore, on a l'impression que... Alors, c'est quoi la LOA? Rappelez la LOA, Véronique Le Floch, s'il vous plaît. Oui. La loi d'orientation agricole, oui. C'était une loi qui était censée permettre le renouvellement des générations. Mais cette loi n'était pas bonne dès le départ. Elle n'est pas bonne et elle ne restera pas bonne tant qu'un agriculteur qui souhaite partir en retraite ne part pas dans de meilleures conditions et qu'un jeune, s'il souhaite s'installer, ne s'installe pas dans de meilleures conditions. Ouais. Et pour bien vivre de son métier, il faut des revenus. Et on fait comment pour avoir des revenus? Et on fait comment pour vendre son exploitation si on nous impose un diagnostic qui va dévaluer notre exploitation? Non mais on se fout de nous. Ouais. Et quand vous dites, alors justement, quand vous dites, mais c'est quand même très lourd ce que vous dites, ce sera la dernière fois qu'on manifeste. C'est quand même, c'est un aveu, quoi, c'est un aveu d'échec, c'est assez terrible d'entendre ça. Alors, les crises agricoles, elles ont toujours existé. Elles ont existé, mais depuis 92, cette réforme de la PAC qui a permis aux entreprises, notamment multinationales, à nos coopératives, d'avoir accès à une marchandise pas chère pour justement se développer et pouvoir aller à l'export. En contrepartie, nous, agriculteurs, on allait, non pas à Pôle emploi, mais à Bruxelles, demander des compensations de prix. Sauf que l'inflation a été là en permanence. Et nous autres n'avions plus les moyens de mettre de l'argent de côté ou d'avoir une année de récolte d'avance pour faire face à ces crises. S'en est suivi, et on l'a vécu tous, la crise avec l'Ukraine, une inflation hors norme de nos intrants, du gaz, de l'électricité, les céréaliers avec un effet ciseau, donc des hausses de prix, des chutes à la production, des chutes de prix à la vente, les éleveurs au même niveau, puis le prix du carburant, et là, c'était pas que français, c'était européen. Sauf que nous, en France, la FNSEA, M. Rousseau, était fier de me dire qu'il avait négocié avec l'État la validation de la hausse de nos taxes sur le carburant. Bah, bien sûr que ça a été l'explosion. Et là, on est rentré en crise, en manifestation. On nous a annoncé quelques centaines de millions d'euros pour 400 000 exploitations. Ça veut dire quelques milliers d'euros par exploitation. Par exploitation, oui. Sauf qu'on est plafonné à 20 000 euros par exploitation pour 3 ans. Quand les autres entreprises, toutes les autres entreprises, c'est 300 000 euros. Donc les fermes, nos fermes, n'ont pas pu être sauvées. Et donc on en est au même état qu'il y a 6-8 mois, à la différence près que l'on a connu pour la vigne le gel, la grêle, toute l'arboriculture pareil, les céréales, les mauvais rendements, on n'a pas pu semer dans de bonnes conditions, on ne peut pas récolter dans de bonnes conditions, on a toutes les maladies qui sont là, mais on va crever.
Vous voulez dire que par rapport à ce qui s'est passé, on en avait parlé avec vous, et puis on avait parlé longuement il y a quelques mois, en fait, rien n'a changé. C'est-à-dire, vous avez l'impression qu'il y a une espèce d'étau, quoi. On veut, en fait, se débarrasser pratiquement de l'agriculture, surtout des petits agriculteurs, pour faire, voilà, des grandes surfaces multinationales à l'échelle européenne et même internationale, et puis le reste, pertes et profits. C'est un peu ça? C'est un peu vrai, hein. Il y a là-dessus, on peut que partager. Le problème, c'est qu'ils se trompent, c'est que parmi les structures qui sont aujourd'hui les plus importantes, les plus grosses, elles font face à des échéances bancaires très élevées. Donc elles pourraient aussi tomber. Et les petits ont quelque part une capacité de résilience supérieure. Exact. Donc, en fait, on fait des annonces pour nous calmer. Et ça ne marche pas parce que là, à Cournon, le sommet de l'élevage à Clermont-Ferrand la semaine dernière, Michel Barnier a fait des annonces. Ce sont exactement les mêmes annonces qu'avaient faites Bruno Le Maire et Marc Fesneau un an avant. Des prêts garantis pour les éleveurs. On ne sait même pas si un agriculteur en a bénéficié. Il y avait près de 80 millions d'euros. On ne sait pas où est parti cet argent. Attendez, là, vous ne savez pas s'il y en a qui ont reçu ou pas? On sait s'ils les ont reçus ou pas quand même, non? On ne peut pas savoir. Alors, on sait pour les enveloppes, pour la bio, pour la grêle, pour la tempête Ciarán, pour les inondations, mais l'enveloppe qui a été annoncée au sommet de l'élevage à Cournon il y a un an, pour un plan de reconquête de la souveraineté élevage, avec quelques dizaines de millions d'euros, on n'a toujours pas de compte rendu. Et je l'ai demandé à plusieurs reprises, que ce soit à la nouvelle ministre, à son conseiller. Enfin, à un moment, pourquoi on ne nous dit pas la vérité? Pourquoi on ne vous dit pas la vérité? Est-ce que parce qu'eux-mêmes, ça se passe au-dessus d'eux? Je vous pose la question, Véronique Le Floch. Est-ce qu'au fond, ça se passe au niveau soit de la Commission européenne, soit effectivement du Conseil européen, ou peut-être plus, et que ça ne se passe plus au niveau de la politique nationale? Question. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Les 20 000 euros d'aide maximum sur 3 ans pour une exploitation, ça dépend de l'Europe. Et c'est pour ça que la France a fait une demande au mois de mai pour passer ce plafond à 50 000 euros. Nous, à la coordination rurale, on aurait préféré que ça soit 200 000, 300 000 comme les autres exploitations. À défaut, 50 000 au moins pour l'année, pour reprendre, réétudier tous les dossiers et sauver le maximum d'exploitations. Enfin, quand on aura disparu, ça sera trop tard. Hein. Et on sait déjà que le phénomène de remplacement, de renouvellement des générations à cause des départs en retraite n'est pas assuré. Donc faisons en sorte que demain, nous ayons des jeunes à s'installer. Bien sûr. Et à votre avis, alors c'est pour ça, je reviens à cela. Bon, il va y avoir des manifestations, les gens vont... Mais le fait que justement le Sénat était aux 3/4 vide, sinon plus, est-ce que vous avez l'impression, en fait, si vous ne faites plus pression, si vous dites, je reviens à ce que vous avez dit, ça m'a frappé, vous dites c'est la dernière fois, mais s'il n'y a pas de manifestation, je dirais de contre-pouvoir, donc c'est fini, la partie est faite, fin de partie? Alors, c'est la dernière fois, mais ça durera longtemps. Ah, d'accord. On n'a plus rien à perdre. Enfin, je ne sais pas si nos politiques en sont conscients, mais à partir du moment où vous ne savez pas ce que vous allez devenir, que tous les jours, toutes les factures que vous recevez explosent sans aucune mesure, alors que nos prix, eux, restent au plancher, alors que nos politiques n'ont qu'à se retourner vers les coopératives, vers les industriels. L'argent, il est là. Ils les ont toujours favorisés. À quel moment on va vraiment choisir d'acter pour avoir une agriculture forte et une souveraineté alimentaire française? Oui, ça c'est le grand problème, vous le posez absolument. Souveraineté alimentaire française, c'est faisable. Il faut s'occuper d'un certain nombre de gens qu'on considère, voilà, presque, allais-je dire, les 100 dents de la... C'est fou, quoi. C'est les 100 dents de la terre, comme disait l'autre. C'est assez préoccupant. En tout cas, je sais, Véronique Le Floch, que vous et les autres, vous vous battrez et que ça ne s'arrêtera pas là. Merci de vos éclaircissements. On continuera, évidemment, à en parler avec vous. Et si vous voulez réagir ou si vous avez une question, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Vous pouvez aussi mettre un commentaire sur notre Facebook Live. Coff dans tous ses états. On en parlait hier encore dans l'émission, effectivement, l'ensauvagement, les viols, les tabassages,
le fait que la Tour Eiffel, le Champ de Mars va être fermé. Oui, on ouvre les frontières, mais on crée des frontières à travers même une ville comme Paris. Mais où à Grenoble, les commissariats de police incendiés, etc., etc. On pourrait passer 1 heure à raconter ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On avait posé la question, oui, effectivement, les associations, oui, il faut changer les lois, oui, il faut contraindre le gouvernement à faire ce qu'il doit faire et ce qu'il ne fait pas, en tout cas, depuis des décennies. Et puis, il y a peut-être autre chose. Et vous, Lisa Kamenersig, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes enseignante et essayiste franco-suisse. Votre dernier livre, je rappelle votre plus récent livre, La Grande Garderie chez Albin Michel, qui est paru l'année dernière. Et justement, vous êtes intervenu, et c'est pour ça, moi, ça m'a fait réagir, dans les réseaux sociaux, vous êtes intervenu dans certaines émissions, et vous avez dit, mais vous savez, moi, je porte une arme. On se dit, comment vous portez une arme? Ah bon? Porter une arme, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut se défendre? Parce que jusqu'à présent, on disait, non mais attendez, l'État, la police, la gendarmerie, l'armée a le monopole de la violence légitime, eh bien, les citoyens, attendez et faites le 17 si ça va pas. Sauf que, quand on est confronté à une situation extrêmement grave, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je voulais savoir d'abord, qu'est-ce qui vous a amené, vous, à avoir une arme? Expliquez quelle arme, d'ailleurs, parce qu'il faut être précis là-dessus. Alors, il y a un petit malentendu. Je me suis exprimée pour dire que j'étais pour la liberté de détenir et de porter des armes, et que ma qualité, entre guillemets, de franco-suisse, de Suissesse, donc, me donnait un point de vue un peu différent sur le sujet, puisqu'en Suisse, d'abord, la détention d'armes est très fréquente, et les soldats, tous les Suisses font leur service militaire chaque année, et reviennent avec leurs armes à la maison, leurs grenades, etc. Moi, j'ai vu mon père rentrer avec tout son barda à la maison chaque année. Et il n'y a pas du tout plus de criminalité en Suisse qu'ailleurs, voire c'est plutôt un pays très calme. C'est pareil en Finlande, où 56% des gens détiennent une arme, et ce n'est pas un pays connu pour son taux de criminalité délirant. Oui. Donc, je pense qu'il faut reconsidérer la question. Alors, moi, je possède une bombe lacrymogène qui est considérée en France comme une arme, donc je ne suis pas censée la porter sur moi sans motif légitime. C'est-à-dire que vous parlez de la Suisse ou de la France? Vous parlez... Non, en France. En France, c'est ça. Si je me défendais... Ah non, en Suisse, il y a liberté totale de porter ce genre de... Mais en France, vous avez interdiction de la porter. Alors j'ai le droit de la détenir, mais j'ai pas le droit de la porter. C'est-à-dire que si je me défends contre quelqu'un qui m'agresse avec cette bombe lacrymogène, il faut que je puisse prouver pour quelle raison je me baladais dans la rue avec cette bombe lacrymogène. Et je ne sais pas si un tribunal considérerait que le fait de se balader sur les Champs-Élysées ou de prendre le métro est un motif légitime. Parce que moi, je me suis fait agresser dans le métro à Paris. Oui. Il y a longtemps, il y a quelque temps. Il y a un an, en septembre 2023. Oui. Et à l'époque, je n'avais pas de bombe lacrymogène, j'avais mon trousseau de clés. Je m'étais dit, si les types vont un peu plus loin, je leur enfonce mon trousseau de clés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, Lisa? Il se trouve que j'étais dans un wagon très très plein, que quatre hommes m'ont, serré, m'ont touché à des endroits qui ne me convenaient pas, je vous passe les détails. Que personne, moi j'ai tout de suite crié, j'ai dit que j'ai fait mine de me débattre, etc. Personne n'est intervenu sauf une petite jeune femme qui est venue du fond du wagon et qui m'a tiré par la main, qui m'a aidé à m'en sortir. Et en fait, cette jeune femme s'était fait agresser par les mêmes hommes quelques minutes avant moi dans la même station. Donc elle les avait repérés, ils l'avaient suivie dans la rame, et quand ils ont vu qu'elle allait au fond de la rame, ils l'ont abandonnée, ils se sont attaqués à moi. Et ce qui m'a le plus sidéré, si vous voulez, c'est l'attitude parfaitement passive des autres voyageurs. Et c'est pour ça que quand on me pose la question, moi je suis évidemment pas pour se faire justice soi-même. C'est pas ça. Je suis pour la légitime défense. Et on peut pas se défendre légitimement contre 4 hommes quand on est une femme sans arme. On peut pas. On peut pas se défendre contre quelqu'un qui a un couteau si on n'a pas soi-même de quoi aveugler la personne ou même une arme à feu. On peut pas. Et il est prouvé, il y a des études multiples sur le sujet, que les pays qui ont il n'y a pas de corrélation entre la législation la plus stricte sur les armes et le taux de criminalité. Le Mexique est un pays où il y a une législation très stricte sur les armes. Et c'est un pays où il y a un taux de criminalité délirant. La Finlande, il n'y a pas de législation et il n'y a pas de criminalité. Donc il n'y a pas de corrélation, en fait. Et c'est plutôt une question de culture.
Oui, et quand vous non mais c'est très intéressant parce que je voudrais rappeler, vous l'avez dit sur la Suisse, je voudrais rappeler, c'est très intéressant, c'est que je rappelle pour les auditeurs qui ne le savent pas, et moi je ne le savais pas non plus, si vous souhaitez, voilà, vous devez avoir un permis port d'armes auprès de l'autorité cantonale. Ce permis est valable dans toute la Suisse et le titulaire doit l'avoir sur lui en permanence. Le permis est accordé si le demandeur peut prouver, évidemment, le demandeur il a besoin de porter une arme, qu'il est préposé à la sécurité de l'entreprise ou pour se protéger des tiers ou des choses contre un danger tangible. Il doit passer un examen attestant qu'il est capable de mener une arme. Voilà, pour transporter une arme. Et puis pour transporter une arme et l'avoir sur lui, vous n'avez pas besoin de permis en Suisse. Et vous avez... Ce qui fait que quand quelqu'un entre dans un jardin sans y être invité, il ne sait jamais si le propriétaire de la maison et du jardin ne peut pas lui tirer dessus, et ça dissuade beaucoup de gens. Je pense aujourd'hui, quand on agresse une femme en France ou quand on rentre, quand il y a une effraction du homejacking et ce genre de choses, les gens savent bien, les cambrioleurs et les racailles qui font ça, il faut les nommer par leur nom, savent bien qu'il y a très peu de risques que la personne soit armée, puisque c'est interdit pour le commun des mortels. C'est interdit pour les bons citoyens. Et du coup, qui a des armes ? Les autres. Ceux qui n'obéissent pas. Ceux qui n'obéissent pas à la loi. En fait, Lisa Kamena-Hirsig, la peine de mort est interdite en France, mais qui applique la peine de mort ? Question. Oui, bon, alors moi je suis pas forcément pour le rétablissement de la peine de mort. Non, moi non plus. Et alors, ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas faire la confusion entre le droit de régler ses comptes, le fait de se faire justice soi-même, et le fait d'avoir une arme chez soi pour défendre sa famille, sa maison, ses biens, ou d'avoir une bombe lacrymogène ou un taser sur soi dans son sac à main quand on est une femme et qu'on se balade à Paris le soir dans le métro. À Paris ou ailleurs, parce qu'il n'y a plus de ville. Aujourd'hui, il n'y a plus d'endroit en France qui soit complètement sécurisé. Si l'État faisait parfaitement son travail, on pourrait lui laisser le monopole de la violence légitime. Il se trouve que l'État ne le fait plus, qu'il n'assure plus ses missions régaliennes. Donc, il n'assure plus ses missions régaliennes. Moi, j'ai pas envie de mourir parce que l'État, le pays dans lequel je vis, ne me protège pas. Oui, ça me paraît quand même frapper au coin du bon sens, mais surtout, évidemment, il ne s'agit pas de se rendre justice, de faire les vigilantes, et on va pas jouer à Charles Bronson et aux grands films américains. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que quand vous dites ça, c'est quand même intéressant. Vous avez été agressé dans le métro, mais est-ce qu'il faut attendre qu'on vous tabasse pour que vous réagissiez ? Il est là le problème. Moi, ce qui me fascine, c'est qu'il dit il faut que vous soyez déjà dans un risque énorme. Mais je vous rappelle quand même quelque chose. Vous savez qu'il y a eu plusieurs cas en France, je ne sais pas s'il y a eu ailleurs, où il y a des cambrioleurs qui sont entrés dans une maison, le propriétaire avait fait des arts martiaux, donc il a fait fuir 2 d'entre eux, il a arrêté là en attendant, en appelant la police et en attendant que la police vienne, eh bien il a été puni pour séquestration. Il a été sanctionné pour séquestrer son propre cambrioleur. Pas mal ça. Vous êtes d'accord que c'est le monde à l'envers quand même ? Eh oui. Le monde à l'envers. Moi je pense qu'il faut former les gens, les femmes et les hommes, pas que les femmes. Bien sûr. Il faut former les gens dès le plus jeune âge, je dirais à l'adolescence. Il faut les former à se défendre physiquement par les arts martiaux, leur apprendre à tirer sur une cible, comme on apprend quand on fait, je sais pas, l'école de police ou quand on fait l'armée. Pareil en Suisse, tout le monde fait l'armée, donc les gens savent tirer. Ma mère a fait l'armée. Hommes et femmes Alors, c'est pas obligatoire pour les femmes, il y a beaucoup de femmes qui le font, mais il y a des pays où c'est obligatoire pour les femmes, et je vois pas pourquoi on n'apprendrait pas aux femmes à tirer sur une cible. Il s'agit pas d'aller, encore une fois, il s'agit pas d'aller faire le cow-boy. Il s'agit de savoir se défendre le jour où on est agressé. De pas être la victime parfaite, juste parce qu'un État a décrété que c'était lui qui avait le monopole de la violence légitime. La violence est légitime quand on vous agresse, c'est tout. Mais c'est ça. Et effectivement, on se demande si un jour le problème sera abordé en France ou pas, parce que pour le moment, on en parle, mais du point de vue législatif et autres, il n'y a pas un mot. Et puis c'est tout de suite assimilé. Alors moi, quand je dis ça, on me dit oui, mais t'es pour l'américanisation de la société. On pense que je suis le porte-parole d'associations, de lobbies. Je tiens à préciser que je ne parle qu'en mon nom. Et que par ailleurs, je pensais la même chose avant de me faire agresser. C'est pas suite à mon agression, j'ai pas changé d'avis. Je pensais déjà ça avant. Et surtout, je ne suis pas le porte-parole de qui que ce soit. Non, vous réagissez en tant que citoyenne et puis vous réagissez en tant que. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de femmes en particulier, qui pensent la même chose que moi, qui seraient ravies de pouvoir porter un taser, par exemple. Même le taser est interdit. C'est pas une arme létale. Il se trouve que je sais pas quoi. Il y a 10 ans, quelqu'un a fait une crise cardiaque après avoir été touché par.
Non, bah non. oui, voilà. Non, mais le Ça, c'est problème, absurde. vous l'avez dit, le vrai problème, c'est que tant que les gens pensent qu'il y a une impunité absolue, qu'il y a un certain nombre de gens, quels qu'ils soient, pensent qu'il y a une unité absolue à pouvoir agresser, ben ils vont le faire. La nature a horreur du vide. C'est pas nouveau. C'est sûr. Voilà. C'est sûr. Et quand vous mettez à 4 hommes pour attaquer une femme seule, ou même un homme seul contre une vieille dame, ou même un homme seul armé contre un autre homme, le combat est parfaitement inégal. Hein. C'est les Américains qui parlent, je crois, je sais plus, de la Winchester, je crois, qui dit qu'elle égalise. Oui. Bah oui. Celui qui a le couteau, disait Clint Eastwood. Je crois que nous avons un auditeur. Qui nous appelle de Montpellier. Oui, Abdelkarim, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Berkov. Bonjour. Et, bonjour à toute l'équipe de Sud Radio et merci de m'avoir donné la parole pour je vous en prie. Voilà. Donc j'appelais justement par rapport à l'insécurité et moi je suis vraiment bouleversé par rapport à tout ce qui se passe et ce que je vois en France. D'autant plus que je suis donc parent de 3 enfants et donc je trouve ça scandaleux de la part du gouvernement. Déjà d'une, de deux, l'insolidarité des gens qui voient des violences dehors, à l'extérieur et qui n'agissent pas. Eh oui, passivité, lâcheté, oui, il y a beaucoup. Hein. Exactement, on vit vraiment dans un système de lâche. Et je suis scandalisé par le gouvernement qui ne sert strictement à rien et qui ne nous rapporte rien. Et oui, vous voyez, moi je suis un artisan, je paye des taxes, je paye mes impôts, j'ai des enfants comme je vous disais, mais ils sont en insécurité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour les ramener à l'école, on se déplace en voiture. À la sortie d'école, on va les chercher en voiture parce que l'État ne fait pas son travail. Ouais. Voilà, à part penser à remplir leurs poches, ils ne servent strictement à rien. Et à courir après des imams à droite, à gauche, insulter des gens d'apologie de terrorisme ou de quoi que ce soit, ce gouvernement ne sert à rien. Voilà. Mais là, le problème de l'insécurité, il est très facile à régler. Ben, il faut de l'autorité. Il faut de l'autorité, Abdelkarim. C'est ça le problème. S'il n'y a pas d'autorité, il n'y a rien. S'il n'y a pas de loi, parce qu'on est dans un état de droit. Mais Lise, je voudrais finir là-dessus. Est-ce qu'on est vraiment aujourd'hui, et je ne confonds pas les démocraties et les dictatures, on est en Europe et quand même on est avantagé par rapport à une bonne partie du monde, mais est-ce qu'on est dans un état de droit? Et justement à propos de ce dont on discute depuis quelques minutes. Lisa. Moi, je pense qu'on est quand même dans un état de droit. Il se trouve que si je ne suis pas d'accord, j'ai le droit de m'exprimer sur votre antenne et je ne vais pas finir en prison parce que j'ai pris la parole pour critiquer l'État. Je suis quand même, j'ai l'impression qu'on est quand même, en tout cas, dans un état où on a le droit de s'exprimer, de critiquer. Bien sûr. J'ai écrit un livre où je critique, on va dire assez violemment, l'éducation nationale et je suis toujours en poste. Donc on est dans un état de droit avec un débat contradictoire possible. Ce qui est dommage, je trouve, c'est que l'État, on est quand même dans un pays qui dépense énormément d'argent, on a 3 000 milliards de dettes. Et on n'est pas un problème d'état de droit, c'est un problème d'affectation des dépenses, d'affectation des recettes aux dépenses. Le budget consacré à la justice, à la police, à l'armée, c'est-à-dire les missions régaliennes, les missions principales de l'État, celles qui sont, vous savez, vous ouvrez un manuel de droit constitutionnel, la première page est consacrée aux missions de l'État. Les missions de l'État, c'est tranquillité, sécurité, ordre public. Et c'est ça, normalement, le cœur de la mission de l'État. C'est pas de financer des associations, c'est même pas, j'allais dire, de financer l'école. C'est pas de financer les hôpitaux ou les routes. D'abord, on peut financer les écoles, mais regardez, on finance les hôpitaux, les routes, c'est pas mal de les financer aussi, vu l'état dans lequel ils sont. Regardez, à l'hôpital, on n'est pas en sécurité. À l'école, on n'est pas en sécurité. On finance les routes, etc. Sur la route, on n'est pas en sécurité. Donc, c'est Montesquieu, je crois, qui disait que le premier bien, celui qui permet de jouir de tous les autres, c'était la sécurité. Bien sûr. Vous pouvez financer tout le reste. Si vous financez les théâtres et les cinémas avec de l'argent public, c'est le cas aujourd'hui, mais que je ne peux pas m'y rendre parce que j'ai peur le soir de sortir de chez moi, ça n'est plus un bien, ça n'est plus une liberté, ça n'est plus un service. Ça n'a aucun sens. Le premier bien, c'est la sécurité. Le reste, on s'en occupe après. On est bien d'accord. Je crois que il y aurait peu de gens qui seraient en désaccord avec vous. Le problème, c'est que les presses qui nous gouvernent ou qui nous gouvernaient, ça n'a rien à faire avec la politique, droite, gauche et autres, le savent aussi bien que vous. Simplement, ce ne sont pas leurs priorités. Voilà, c'est tout, et on le sait. C'est beaucoup plus facile d'ouvrir une ligne de crédit, que de la fermer.
Et oui. Et le problème en France, c'est qu'on a ouvert, il y a des postes qui ont été créés, des lignes de crédit, des directions dans tous les sens qui ont été créées au fil du temps. Sûr. Et qu'aujourd'hui, se passer de tout ça, ça signifie mettre un grand nombre de gens sur la touche. Lisa Kamenircik, c'est pas cher, c'est l'État qui paye, ne l'oubliez jamais. Oui, vous avez raison, c'est de l'argent gratuit. Merci. Merci à vous. Et vous pouvez continuer à réagir en nous appelant au 0826 300 300. Berkoff, dans tous ses états, revient tout de suite avec les perles, les bravos et les huées. Sud Radio. Blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. En vérité, je vous le dis, seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Et ça vaut pour les politiques comme pour tout le monde. Vous en voulez la preuve? Tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Les perles du jour. Sais-tu que j'aime tes mensonges? Sais-tu que j'aime tes mensonges? Tu peux baisser les yeux et bourrifer mes cheveux et dire ce que tu veux. Oui, Jeanne Moreau, c'est très joli, mais c'est pas, là, en l'occurrence, c'est pas de mensonge. Il s'agit de changement, effectivement, d'opinion. Et après tout, tout le monde a le droit de changer d'opinion. Mais quelquefois, effectivement, c'est très intéressant de rappeler un certain nombre de citations d'il y a quelques années, d'hommes politiques, de femmes politiques. Et on voit vraiment qu'il y a ce que j'appelle, pas un changement, mais une véritable mutation. Par exemple, Marion Maréchal en 2019, vous savez qu'elle vient de fonder son parti, avec notamment les personnes qui le rejoignent, donc Guillaume Pelletier et autres, dans son petit parti qu'elle a créé d'ailleurs. Et sur LCI, en 2019, donc il y a déjà 5 ans, on lui avait posé cette question à propos d'une intervention de Guillaume Pelletier qu'on entend un peu d'ailleurs. Écoutez. Vous parliez tout à l'heure de Guillaume Pelletier. Il y a quelques jours, chez nos confrères d'RTL, il a eu la phrase suivante: nous ne voulons plus d'un parti qui, pour s'opposer au communautarisme islamiste, propose un autre communautarisme chrétien ou autre. Non mais vous voyez où en est le niveau, quoi. C'est quand même à pleurer. Je veux dire, oui, ce qui menace la France aujourd'hui, c'est le communautarisme chrétien, bien sûr. Tout le monde va y croire. Non, je pense que c'est le néant de la pensée politique. Je sens vraiment le vent de l'audace, du renouveau, de la fraîcheur souffler. Ce qui est un peu rassurant, c'est que chaque fois que Guillaume Pelletier soutient quelqu'un, il perd. Bah écoutez, non, Marion Maréchal, vous êtes même la preuve vivante. Guillaume Pelletier vous a soutenu. Il a quitté Reconquête comme vous, effectivement, pour vous rejoindre. Et vous n'avez pas perdu, puisque vous êtes députée européenne, effectivement, sous une autre étiquette. Mais vous avez changé d'étiquette. Mais ça, écoutez, c'est légitime. Vous avez tout à fait le droit. C'est très intéressant, en tout cas, voilà. C'est-à-dire, on prononce des choses, on dit des choses, et puis on rejoint. Et puis on est copains avec Guillaume Pelletier, comme on est copains avec X, Y et Z, bon, bah ça fait partie de la vie. Alors on peut se demander si c'est légitime ou si c'est pas légitime. Mais après tout, écoutez, souvent, pas homme ou femme varie, bien folle et qui s'y fie, comme disait François Ier. Et puis alors un autre cas aussi très intéressant, eu égard à ses positions d'aujourd'hui et depuis quelque temps. Vous allez écouter, c'est Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, le leader, effectivement, de la France insoumise, qui était face à Léa Salamé il y a 7 ans. Émission politique en 2017 sur France 2. Écoutez la question qu'on lui pose et sa réponse. En mars 2015, vous avez déclaré « Le voile est un signe de soumission ». Est-ce que vous le pensez toujours? Ah bah oui. Et je ne vois pas où Dieu s'intéresserait à un chiffon sur la tête, mais c'est mon affaire à moi. Vous approuvez Marine Le Pen qui, à Beyrouth, a refusé de mettre un voile pour rencontrer le moufti de... Absolument. Absolument, madame. Nous les Français, nous ne faisons pas imposer des signes religieux. Je veux une république laïque. Voilà ce que vous proposez. Je propose de refuser de rencontrer d'État à État ceux qui obligent nos ministres femmes à porter des accoutrements contraires à la dignité républicaine. C'est quoi les accoutrements contraires à la dignité républicaine? Alors, les personnes qui sont obligées de se mettre en... Voilà, les personnes qui sont obligées de se mettre un voile, bien sûr, et autres. Ah, écoutez, là, j'ai écouté, c'est intéressant. Je me disais, mais c'est pas possible, ça. Aujourd'hui, la France insoumise
écouterait ça et dirait mais qu'est-ce que c'est, voilà encore, c'est raciste, islamophobe, d'extrême droite, etc. Jean-Luc Mélenchon, qui est d'accord avec Marine Le Pen quand elle a refusé de mettre le voile au Liban ou ailleurs. Jean-Luc Mélenchon qui dit le voile est le signe de la soumission. Donc je subodore que Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, serait allé prendre fait et cause pour cette enseignante qui, vous savez, qui a demandé à une jeune étudiante, une femme, de quitter son voile. Elle l'a giflé, elle a répondu, et cette enseignante aujourd'hui, elle est gardée 24 heures sur 24. Elle est vraiment, on a donné sur les réseaux sociaux son nom et son adresse. Vous voyez dans quel état elle est. Donc voilà ce qui se passe. C'est quand même terrifiant. Mais ils ont le droit de le faire. Voilà, c'est comme ça. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Écoute, c'est toi qui conduis ou moi? C'est moi. Bon alors tais-toi. Y a du whisky dans la boîte à gants et des américaines, t'as qu'à taper dedans. Serge Gainsbourg, du jazz dans le ravin. Et oui, quand on fonce, on finit dans le ravin, etc. Alors, pourquoi on parle de ça? Eh bien aujourd'hui, ça y est, le périphérique parisien à 50 km à l'heure. Hein, attention, si vous dépassez 50 km à l'heure sur le périph', ça y est, c'est fini. Vous allez être verbalisé, sanctionné, vous allez payer, etc. C'est quand même absolument formidable. Voilà. Jour et nuit. Alors on ne tient absolument pas compte du fait que il y a certes des embouteillages sur le périphérique, on le sait, on roule à 20 ou à 30 à l'heure, mais la nuit, mais à certaines heures, on pouvait rouler à 70 km ou à 80 km sans problème. Ah non, c'était oublier les ayatollahs de la planète qui pensent qu'en roulant de 70 à 50, on va sauver la planète. Magnifique, hein, c'est ce que j'appelle des raisonnements cartésiens, et la France, chacun le sait, est le pays de Descartes. Voilà, donc seront mis en place par les forces de l'ordre de contrôle routier, paramétrage des radars automatiques, etc. Sauf que, ce qui est intéressant, c'est que l'association des maires franciliens est pas du tout d'accord, hein, de toute la région Île-de-France. Ils disent, écoutez, le boulevard périphérique parisien est une route à grande circulation, classée comme telle, par le décret, etc., relevant donc aussi des compétences de l'État par l'intermédiaire du préfet de police. Alors, la question est posée. Est-ce que Anne Hidalgo et la mairie de Paris a le droit de décider, de légiférer et de fixer les 50 km à l'heure sur le périphérique, ou effectivement, on a déposé, donc l'association des maires franciliens a déposé un recours en disant... remet en cause la légalité de la décision. Et il faut savoir effectivement que on va payer 135 €. Pourquoi? Le décret n'est pas encore effectivement appliqué, n'est pas encore publié, mais voilà. C'est-à-dire, Anne Hidalgo décide, sa raison, 500 000 personnes vivent aux abords du boulevard périphérique. Mais qui a raison, qui a tort, et qui applique la loi, et qui est véritablement le complice et l'exécutant de cette loi. Voilà, donc on ne sait pas ce qui va se passer, on verra, mais attention, faites attention pour les millions de personnes qui empruntent le périphérique Île-de-France, eh bien qu'il faut qu'ils sachent que plus de 50 km, ils seront radars, ils seront filmés, et ils ne souriront pas du tout. Vous savez, vous n'aurez rien, mais vous serez heureux, comme disait le redoutable Klaus Schwab du Forum économique de Davos. Voilà, faites attention et circulez. Demain, ce sera 30 km, peut-être 20 km, oui. Tous les désespoirs sont permis. André Berkov, dans un instant sur Sud Radio, nous allons faire une plongée clandestine dans l'Iran d'aujourd'hui avec la très grande journaliste Anne-Elisabeth Tollet. Le 7 octobre 2023, André, elle y était. Elle va nous raconter comment elle a réussi cet exploit de s'infiltrer dans la République islamique pour aller à la rencontre du peuple palestinien qui subit une répression féroce, André Berkov. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio pour en parler.